Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. On commence tout de suite avec l'actualité. La une de l'actualité, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a enjoint d'appliquer le système d'irrigation moderne et d'exécuter le projet national du revêtement des canaux afin de maximiser les ressources de l'État en eau. Lors de sa réunion avec les ministres de l'Irrigation, des Finances et de l'Agriculture, Dr Moustapha Madbouli a mis l'accent sur le soutien de l'État pour assurer aux agriculteurs les mécanismes de transfert vers les systèmes d'irrigation les plus sophistiqués et les plus modernes. Au cours de la rencontre, le Premier ministre a examiné l'avancement des projets de revêtement des canaux et les mesures prises par le ministère de l'Agriculture pour motiver les agriculteurs à passer au système moderne d'irrigation. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivine Guémin, a annoncé aujourd'hui le lancement du 21e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, qui doit avoir lieu mardi prochain à la nouvelle capitale administrative. Le sommet doit se tenir avec la participation des représentants des pays africains, membres du COMESA, du secrétaire général du rassemblement ainsi qu'un nombre de présidents des rassemblements économiques africains. Lors d'une conférence de presse tenue avec le secrétaire général du COMESA, Mme Nivine Guémin a indiqué que le sommet se tiendra sous le thème de renforcer notre résilience par une intégration économique et numérique stratégique. Au cours du sommet, le président Abdel Fattah el-Sisi succédera à Andry Rajoelina, président sortant du COMESA et président de Madagascar, à la tête du COMESA. Le chef de l'État doit relancer la stratégie du COMESA à moyen terme 2021-2025. L'Égypte a salué aujourd'hui l'accord politique signé entre le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et le général Abdel Fattah al-Burhan. Au palais présidentiel à Khartoum, M. Hamdok et le général Burhan ont signé devant la presse un accord pour partager le pouvoir, promettant de remettre la transition vers la démocratie sur les rails. Ils répondent ainsi à toutes les conditions posées par la communauté internationale pour redonner son soutien au Soudan. Après la signature du document, M. Hamdok a promis dans une courte allocution de faire cesser avant toute chose les fusions de sang au Soudan. M. Hamdok a ajouté que cet accord ouvre la porte en grand à la résolution de tous les défis de la transition. Il doit désormais former un nouveau cabinet après cet accord, prévoyant également la libération des dirigeants civils arrêtés le 25 octobre. Selon l'accord signé aujourd'hui, les futurs ministres seront des technocrates. Voilà, à présent, madame, monsieur, je vous laisse avec un compte-rendu des activités du président Abdel Fattah el-Sisi au cours de la semaine qui s'est écoulée. Juste après, on va parler économie. Et justement, quand on parle économie, c'est surtout comment l'Égypte a pu faire face à la pandémie de coronavirus, comment l'économie égyptienne, justement, a su tenir le coup, si vous le voulez bien, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec l'économie, mais aussi les projets nationaux, les méga-projets. Ça va être pour la partie débat. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint d'appliquer les dernières techniques d'exposition muséale au grand musée égyptien d'une manière qui correspond à sa valeur et à son importance en tant que plus grand musée du monde et façade de la civilisation égyptienne antique. Le président el-Sisi reçoit un appel téléphonique du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. L'appel a abordé un nombre de questions sur les relations bilatérales. Le président el-Sisi enjoint d'étendre l'utilisation des dernières technologies pour améliorer les capacités de l'infrastructure d'information numérique de l'État, de renforcer les efforts de transformation numérique. Le chef de l'État enjoint de renforcer les campagnes de vaccination pour les citoyens et de faciliter les procédures de leur vaccination. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les projets du ministère des Transports au niveau de la République, notamment les routes et les axes routiers.
Le président El-Sisi ordonne d'étendre l'activité du projet L'avenir de l'Égypte de manière globale et intégrée afin d'optimiser l'utilisation des actifs et des ressources de l'État provenant des terres agricoles et de l'eau. Le président El-Sisi et la première dame accueillent son Altesse royale, le prince Charles et son épouse au palais de l'Ittihadiyya. يا طيبة يا رفة الخلاخيل أباري النحاس بجنين من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أناديل يا طيبة يا رفة الخلاخيل أباري النحاس بجنين من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أناديل يا طيبة يا سيناوية يا زيتونة عريشية دهب طابة وشرم الشيخ لقالي سبحة عالمية يا طيبة يا سيناوية يا زيتونة عريشية دهب طابة وشرم الشيخ لقالي سبحة عالمية يا طيبة يا بركة العارفين يا طهرة يا نفحة العاشقين يا محروسة بنور الله ودعوة أهلك الساجدين يا طيبة يا بركة العارفين يا طهرة يا نفحة العاشقين يا محروسة بنور الله ودعوة أهلك الساجدين On parle ce soir économie, on parle de tout ce qui a rapport avec l'économie égyptienne, mais surtout les méga-projets. Quand on parle de méga-projets, il y a les grandes villes
Il y a certainement le réseau routier ou les réseaux, tout ce qui a rapport aussi avec les trains électriques, tout ce qui a rapport en fait avec les transports, mais aussi par exemple les projets de pisciculture, le développement du Sinaï, donc pas mal de sujets et de dossiers en rapport avec l'économie. Et pour parler de tout ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir monsieur l'ingénieur Abdelnasser Taha. Bonsoir monsieur l'ingénieur. Vous êtes président du bureau de l'Égypte au sein de la Fédération internationale des agences immobilières. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci. Et justement, pour commencer, voilà, on aimerait bien parler de l'économie, mais justement, en gros, et pour justement parler des grandes lignes, on connaît tous et toutes que l'économie mondiale en fait, a souffert au cours des dernières années, en raison de cette pandémie qui a frappé le monde entier. Et voilà, peut-être les économies les plus solides ont pu justement faire face, plus ou moins. L'économie des pays en développement ont souffert un petit peu. Et justement, quand on parle du cas de l'Égypte, c'est une économie qui a pu quand même résister à cette pandémie. Oui, bien sûr que depuis 5 ou 6 années, quand on a commencé des plans de développement partout, pas justement dans le domaine d'urbanisme, mais partout dans tout le pays, la construction des nouvelles villes, c'était plutôt des plans, des rêves. Mais maintenant, on a vécu 6 ans de travail continu, très dur. Et enfin, maintenant, on a des réalités. On a sur Terre des grands projets qui ont été accomplis, réalisés et qui fonctionnent à 100%. Et ce n'est pas justement, comme on a dit, dans l'urbanisme. On a dans plusieurs secteurs, l'infrastructure était une base pour la taille de développement exceptionnelle qu'on a vécu. Quand vous avez exprimé les réseaux routiers qui dépassent les 10 000 km de longueur, ainsi que les ponts, les solutions de trafic qui étaient partout, surtout on les pratique chaque jour au milieu du Caire. Et les problèmes du Caire dans le trafic étaient énormes. Maintenant, il se résout jour à jour. Je crois qu'on a vécu une durée qui était vraiment très dure, mais surtout quand vous avez dit que la pandémie est un type d'expérience et qui après cette pandémie qui a duré presque 2 ans, la situation a indiqué que l'Égypte, par tous les indices, est très positif. Ce qui a attiré aujourd'hui les investisseurs à chercher qu'est-ce qui se passe en Égypte et quels sont les dossiers d'investissement qu'on pourra participer dans le développement de l'Égypte, pas justement, comme on a dit, urbaine, mais le plan de développer l'Égypte maintenant est un développement économique qui respecte les normes internationales et qui aussi applique le développement durable. Et la participation du chef d'État représentant l'Égypte en totalité dans le sommet du climat était un très grand événement qu'on doit l'étudier précisément. Très bien, voilà, ça c'est aussi un point très intéressant, très important d'ailleurs, quand on parle du développement durable, quand on parle du respect des normes, de tout ce qui a rapport avec les normes en rapport avec l'environnement, certainement le respect de l'environnement, quand il s'agit d'un pays voilà, en développement qui réalise aujourd'hui des méga projets. On parle de villes qui doivent respecter ces normes, on parle de nouvelles villes, même vertes. Aujourd'hui, est-ce que c'est un grand défi, vous trouvez, monsieur l'ingénieur Abdelnasser? C'est un grand secteur qui augmente chaque jour. Et il y a beaucoup de travail et beaucoup d'investissements qui se dirigent vers le secteur de l'environnement. La nouvelle loi de l'environnement qui a été appliquée depuis quelques mois a ouvert beaucoup de chaînes d'investissement pour les Égyptiens et pour les boîtes qui viennent investir en Égypte. Le recyclage maintenant est un domaine d'investissement énorme. Même les banques et les organisations bancaires et économiques, ils financent facilement avec des taux
très bas l'investissement dans l'environnement et le recyclage surtout. Et je vois que c'est la façon d'appliquer le respect de l'environnement plutôt de dire que des titres qu'on va respecter et il n'y a pas d'application. On voit partout, il y a des nouvelles boîtes, des nouveaux domaines de recyclage qui augmentent toujours à jour et les solutions par le gouvernement, ils sont aussi, surtout dans la partie législative, ouvrent les portes pour tel type de travail. J'aimerais bien justement revenir à l'investissement et surtout aux investisseurs étrangers, mais je vous propose justement tout d'abord un regard sur l'économie justement sous le Covid, justement pour rappel que c'est après une crise économique qui a vu les déséquilibres macroéconomiques s'effondrer, avec par exemple une hausse inquiétante du déficit public, assèchement des réserves de change, explosion de la dette publique, croissance titubante. Suite au printemps arabe, l'Égypte, avec l'aide du Fonds monétaire international et la Banque mondiale, a mis en place en novembre 2016 un plan d'ajustement structural assorti d'un prêt de 12 milliards de dollars dont les résultats ont été salués de manière unanime. Tout de suite, je vous laisse avec plus de détails avec donc notre collègue Dalia Kalam. Après le printemps arabe, tous les voyants de l'économie égyptienne étaient au rouge. Inflation dépassant allègrement les 14%, des taux d'intérêt à 17%, un déficit budgétaire équivalent à 11% de la richesse nationale, celui de la balance des paiements à 7,7%, des réserves de change à sec, des taux de chômage records. Bref, une économie exsangue et un pays à l'arrêt. L'accord triennal avec le Fonds monétaire international et le soutien financier substantiel des pays du Golfe a mis, en particulier l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, a permis à l'Égypte de restaurer sa stabilité macroéconomique. La mise en place du programme d'ajustement a insufflé une dynamique intéressante à l'économie égyptienne. Les organismes internationaux, le FMI et la Banque mondiale, les agences et les organismes de presse spécialisés, Bloomberg, Financial Times, entre autres, les grandes banques d'investissement comme Morgan Stanley, les agences de notation comme Moody's n'ont pas tari d'éloges sur ce que d'aucuns appellent la meilleure histoire des réformes au Moyen-Orient. Le taux de croissance de 2019 a été estimé à 5,9%, ce qui est du reste une excellente performance dans le contexte des pays MENA, même si le pays a besoin de croissance de 8% pour créer des emplois. Le taux de change a été libéralisé, les déficits ont été contenus, le taux d'endettement a diminué, les conditions de financement extérieur se sont améliorées, les exportations ont augmenté, les investissements directs étrangers sont bien repartis à la hausse. Avec la propagation de la pandémie du Covid-19, les autorités ont fait le choix délibéré de ne pas paralyser l'activité économique et d'imposer un confinement light. Il n'est pas question de laisser le virus gâcher les efforts fournis et les résultats obtenus de haute lutte par ce pays. Les prévisions des organismes internationaux montrent une baisse de la croissance économique suite à la crise actuelle, mais elle reste soutenable, 3% de taux de croissance pour 2020 au lieu de 5,8% initialement prévu. Là aussi, la résilience de l'économie égyptienne est saluée. Le 11 mai 2020, l'Égypte a obtenu un prêt de 2,8 milliards de dollars du FMI pour faire face à la pandémie. Le pays a aussi réussi à émettre 5 milliards de dollars de dette obligatoire. Les prêteurs n'ont pas hésité à sourire à la dette égyptienne avec un carnet d'ordre de 22 milliards de dollars. Le pays s'est payé le luxe de resserrer les conditions initiales de 0,5% sur chacune des 3 maturités avec une émission à 40 ans, et ce pour la première fois. C'est aussi la plus grande adjudication de ce type réalisée en Égypte. C'est dire la confiance dans le plan égyptien en cette période de vaches maigres et d'incertitudes grandissantes. Les médias occidentaux spécialisés n'ont pas hésité à saluer les prouesses du président Al-Sisi et du gouvernement égyptien. Quant au taux de chômage qui a régulièrement diminué depuis 2014 de 13,1%, il devrait remonter pour atteindre 11,6% en 2021. Globalement, on peut dire que l'économie égyptienne a fait montre d'une forte résilience si on la compare aux autres pays MENA. La
retour à vous, monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, président du bureau de l'Égypte au sein de la Fédération internationale des agences immobilières. Quand on parle justement des secteurs qui connaissent aujourd'hui le plus d'expansion, si vous le voulez bien, quels sont ces secteurs? Je crois, comme on a dit, que l'Égypte a passé par plusieurs phases de développement. Depuis quelques années, c'était la première phase de créer une structure, une base pour faciliter les gens à se diriger vers le travail par rapport aux problèmes qu'on a vécu dans le domaine de sécurité. Aujourd'hui, après l'infrastructure et les nouvelles villes, c'est une phase de création d'économie. C'est la première, à mon avis, c'est le premier but maintenant, c'est de travailler sur le développement économique. Économie, c'est-à-dire l'industrie et l'agriculture, c'est-à-dire l'ouverture avec les investisseurs étrangers. Ces buts n'étaient plus notre objectif depuis quelques années. Maintenant, il y a une très grande base pour que l'Égypte ouvre les portes et qu'on voit que les autres pays voient que l'Égypte ont beaucoup de travail à faire et que cet partenariat avec l'Égypte peut créer beaucoup de bénéfices pour les investisseurs. Depuis quelques jours, peut-être la semaine dernière, on a reçu le chapitre du Brésil dans la Fédération internationale et on sait bien que les Brésiliens ont aussi créé une nouvelle ville, une nouvelle capitale. L'exercice était presque le même. Mais quand ils ont visité la nouvelle capitale administrative, ils n'ont jamais imaginé que la taille est si grande et que la vitesse de la création de telle ville était aussi rapide. Et ce n'est pas justement une capitale qui reçoit les nouvelles administrations et bâtiments administratifs du gouvernement. Il y a partout des habitants, des habitations, des malls, des shopping centers. Il y a beaucoup d'activités qui sont autour et la taille est aussi énorme. Voilà. Et voilà, tout ceci a été réalisé avec un rythme vraiment impressionnant, très rapide. Et justement, puisque vous avez parlé de la nouvelle capitale administrative, il faut bien justement mentionner qu'hier, c'était l'inauguration de l'opéra de la nouvelle capitale administrative. Voilà, donc là aussi, c'était vraiment très impressionnant et ça rend les Égyptiens en fait très fiers parce que, vous l'avez justement mentionné, si la fonction publique voilà, où la plupart des ministères et des fonctionnaires seront aujourd'hui dans la nouvelle capitale administrative, des sièges pour tous les membres du gouvernement et tout cela, les ministères. Aujourd'hui, on parle aussi de ce côté culturel et on connaît tous qu'il y a aussi certainement les logements avec différents types de logements qui peuvent satisfaire aux différentes demandes. Aujourd'hui, monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, lorsque vous parlez d'investissement, quels sont les secteurs d'investissement les plus importants, qui attirent le plus l'investisseur étranger? La nature de l'économie, que ça change avec le temps. Donc si depuis quelques années, c'était quelques secteurs qui travaillent, aujourd'hui, des nouveaux domaines entrent dans la compétition et la phase économique de gains et de profit pour les investisseurs. Je crois que le secteur, comme on a dit, le secteur recyclage, oui, l'économie verte, et parmi l'économie verte, on a le transport électrique. C'est-à-dire que ce sont des investisseurs étrangers ou égyptiens? Les deux. Les boîtes internationales, ils investissent dans l'économie verte. On voit le recyclage, on voit le transport électrique. Il y a plusieurs domaines dans ce type d'économie que l'Égypte doit faire beaucoup plus d'efforts pour attirer les investisseurs et avoir plus de travail parce que la taille de notre pays est tellement grande. Donc il y a beaucoup à faire et il n'y a pas de limite pour ce type d'investissement. Je crois que ces secteurs sont très importants dans l'industrie. Maintenant, on a une infrastructure vraiment très exceptionnelle pour avoir un grand projet stratégique
de développement industriel. Et l'industrie, c'est pas justement les lots et les zones industrielles. Il y a beaucoup de travail à faire entre l'éducation et l'industrie, l'agriculture et l'industrie, les services bancaires et l'industrie. Donc il y a beaucoup de travail dans le domaine d'industrie, le domaine de l'éducation et les services d'éducation. Il y a beaucoup de travail à faire aussi. Aujourd'hui, quand on parle de l'investissement et de l'investisseur étranger, et puis on a peut-être mentionné ceci au début de l'émission, cet investissement énorme dans l'infrastructure, certainement joue un rôle assez important pour attirer l'investisseur étranger, c'est-à-dire tout ce qui est rapport justement avec le réseau routier. Vous parlez certainement, vous avez bien mentionné qu'il s'agit de 10 000 kilomètres de réseau routier, plus les transports électriques, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, à quel point ce réseau routier vraiment contribue à la réussite du plan du gouvernement pour attirer l'investissement étranger, mais aussi pour faciliter le climat d'investissement pour l'investisseur égyptien? Le réseau routier joue un rôle essentiel dans la connectivité entre les nouvelles villes, entre les nouvelles zones économiques. Et les terrains qui sont servis par ces réseaux, la valeur de ces terrains et des nouvelles villes, comme entre la connexion entre El Alamein et la mer Rouge. Ça active l'économie dans la mer Rouge et dans la nouvelle ville de Alamein. Donc ce n'est pas justement d'avoir la connectivité simplement pour que le trafic soit facile, mais ça facilite l'économie dans ces pôles d'attraction. Et en plus, on a le train de très grande vitesse et le monorail et le type de transport électrique. Je vois bien que ce type de connectivité facilite le travail et les affaires entre les différentes régions du pays. Très bien. Quels sont les partenaires les plus importants de l'Égypte dans ce plan de développement, dans ce plan d'investissement? Partenaire mondial, oui, c'est ça. L'Égypte a facilité la connexion avec tout le monde, avec toutes les langues. C'est entre la Chine et l'Amérique en même temps, les Français et les Européens comme avec les Arabes. Et c'est une phase aussi qui est vraiment créée des relations très exceptionnelles avec tout le monde. Aussi, oui, là. Oui. Tout à fait. Justement, puisqu'on parle de l'infrastructure routière, et pour rappel, ces dernières années, le gouvernement égyptien a massivement investi dans l'amélioration de l'infrastructure routière dans le cadre du projet national des routes lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi en août 2014 pour un coût global de 36 milliards de livres égyptiennes, soit donc de près de 2 milliards de dollars. Une stratégie qui a porté ses fruits en 5 ans. L'Égypte a avancé de 90 places dans l'indice mondial sur la qualité des routes, l'un des indicateurs qualificatifs de compétitivité mondiale publié chaque année par le Forum économique mondial. Tout commence par une route. Tel est le principe d'action de la politique ambitieuse entamée depuis 2014 pour développer le réseau routier en Égypte. Selon les propos du président Abdel Fattah el-Sisi, sans un réseau routier en bon état, il n'y aura ni investissement ni développement. La mobilité est une condition préalable au développement. Une économie dynamique dépend dans une large mesure du mouvement des produits et des services. Lancé en juillet 2014, le projet national des routes envisage de construire 7000 km de routes avec un coût de 175 milliards de livres égyptiennes. 5000 km de routes ont été déjà réalisés, alors que 2000 km restants sont en cours d'exécution. Le projet vise également la réhabilitation de 5000 km de routes du réseau routier actuel. Les travaux de la dernière phase du projet national des routes ont commencé en juillet 2020 pour construire 1200 km avec un coût de 20 milliards de livres égyptiennes. Selon les responsables, le projet national des routes vise l'installation de nouveaux réseaux routiers pour réaliser les objectifs du développement durable.
développement urbain, agricole, industriel et touristique. Pour ce faire, l'Égypte a enchaîné les constructions des routes, d'autoroutes, d'échangeurs et de ponts qui s'étendent tant à la verticale qu'à l'horizontale, dessinant une nouvelle carte de l'Égypte. De 1952 à 2013, la longueur des routes a été évaluée à 24 000 km. Après l'installation de 5 000 km dans le cadre du projet national des routes, le linéaire du réseau routier a augmenté de 24% en un temps record selon les spécialistes. 10 axes sur le Nil et 20 ponts ont été récemment construits. Selon le bilan publié récemment par le ministère des Transports pour la période de 2014 à 2019, 32 milliards de livres égyptiennes ont été investis pour développer ou moderniser le réseau routier, alors que le coût total des projets d'infrastructures routières en cours d'exécution s'élève à 52,5 milliards de livres égyptiennes. Autre chiffre, 10 milliards de livres, telle est la somme consacrée fin janvier 2020 pour le développement du réseau interne déjà existant. Après la réalisation de nouvelles routes et de nouveaux ponts, ou en d'autres termes, les grandes artères extérieures, la priorité est donnée actuellement à l'entretien et la rénovation des routes internes dans les gouvernorats pour les rendre en bon état et permettre leur usage en toute sécurité. La réhabilitation des routes des gouvernorats se fera en étapes. Ainsi, le coup d'envoi de la première phase de ce projet a été lancé le 5 janvier 2020 après la signature d'un protocole de coopération entre le ministère des Transports et celui du Développement local pour entamer les travaux d'entretien et de pavage des routes internes dans 12 gouvernorats avec un coût de 2 milliards de livres égyptiennes. Un comité technique a été formé pour identifier la liste de routes qui peuvent donner un rendement économique croissant et qui nécessitent une intervention d'urgence. Et ce, afin d'augmenter les produits locaux de ces gouvernorats et renforcer l'interconnexion économique entre les principales villes. Ces efforts de modernisation des routes ont considérablement porté leurs fruits. En 5 ans, l'Égypte a avancé de 90 places dans l'indice mondial sur la qualité de route, l'un des indicateurs qualificatifs de compétitivité mondiale publié chaque année par le Forum économique mondial. En 2019, l'Égypte a réalisé un bond spectaculaire de 17 places par rapport au classement de l'année précédente, se hissant ainsi au 28e rang mondial de l'indice de qualité des routes contre le 117e rang en 2014. L'investissement dans ce secteur est un succès, un grand succès peut-être pour l'Égypte. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais justement des réalisations avec un rythme assez impressionnant. Et justement pour qu'on le rappelle et on le répète certainement, tout investissement, surtout étranger, il a toujours un regard sur l'infrastructure d'un pays. Aujourd'hui, avec justement cet investissement massif, est-ce que vous trouvez que ça a aussi un écho chez l'investisseur étranger? Est-ce qu'on regarde vraiment l'Égypte? C'est-à-dire que pour chaque investisseur, avant de venir investir dans un pays, certainement, il a un certain plan, mais aussi un certain regard sur le climat de l'investissement. Et justement, est-ce que ce réseau routier ou cette infrastructure joue un rôle comme on le trouve? En fait, bien sûr que les investisseurs, et surtout les grandes boîtes, ils ont des consultants qui travaillent et qui font l'évaluation sur terre qui existe en Égypte et qui donnent leurs recommandations comment commencer du business en Égypte. En fait, il y a une très grande base. On a dit que l'Égypte a créé une base et une infrastructure dans tous les domaines, même dans la législation, pour avoir une bonne base d'investisseurs. Mais en fait, on doit voir l'autre côté. Les investisseurs nous regardent de l'autre part, on ne fait pas assez de travail dans la promotion de notre pays et du travail qui a été accompli, comme vous avez dit, hier était l'inauguration de l'opéra. Mais qui dans le monde l'a connu? Qui l'a regardé? La promotion de l'Égypte dans les 2 dernières années vient du côté de la civilisation égyptienne et historique de l'Égypte.
Et on attend le grand musée, l'inauguration du grand musée. Mais ce n'est pas la façon de présenter notre pays. Je crois qu'on doit présenter notre pays de point de vue économique, surtout dans les pays qui cherchent des investissements économiques. L'industrie, je crois que c'est la base de tout type de développement dans n'importe quel pays. N'importe quel pays qui veut créer un développement réel doit commencer un plan de développement stratégique dans l'industrie. Dans l'industrie. Quand on parle de l'industrie, quels sont les domaines qui sont les plus prometteurs, si vous le voulez? L'Égypte possède des ressources infinies dans plusieurs domaines, mais notre compétence dans quelques domaines doit être bien étudiée. On a une population énorme qui ont de l'expérience. Par exemple, je ne veux pas mettre des solutions, mais je veux dire des exemples. L'Inde, par exemple, a une population énorme, mais qui a commencé par le domaine informatique et qui a créé une base depuis l'éducation et la connectivité avec tout le monde. Maintenant, c'est une base internationale dans le domaine de la programmation et de la nouvelle technologie. Et on voit de grandes enseignes qui sont implantées ici en Égypte. Exactement. Donc, notre compétence doit se diriger vers un plan stratégique. Et à partir de ce plan stratégique, on peut déterminer des points très précis pour commencer un plan aussi très précis et que ça soit supporté par le gouvernement dans tout. Et support financier, le financement, les moyennes et petites entreprises, par exemple. Mais dans quel domaine on doit les encourager? Là, on a maintenant l'encouragement du FinTech. Peut-être qu'on pourra améliorer plus l'investissement dans le FinTech et les services. On a vu que depuis quelques mois, maintenant, le tourisme est revenu et est très fort d'une façon très positive. Voilà, l'Égypte reste un pays ouvert, et certainement, alors que la plupart des pays dans le monde entier, surtout en Europe, recommencent un confinement, voilà, ouvert un certain confinement d'une façon ou de l'autre. En fait, on trouve que l'Égypte accueille toujours les touristes. Il y a quelques jours, c'était la visite même du prince Charles, voilà, et son épouse. Voilà. Notre compétence doit être bien calculée et créer ce plan stratégique de compétences et d'industrie et avoir le support du gouvernement direct. Très bien. L'un des projets, de méga projets, concerne aussi les tunnels qui lient le delta avec le Sinaï. Un plan de développement très important pour le Sinaï a été lancé il y a quelques années certainement, mais voilà, on trouve aussi que là, les réalisations se multiplient avec un rythme aussi assez impressionnant. Justement, pour rappel, l'État a mis en place des projets de développement de 600 à 700 milliards de livres égyptiennes dans le Sinaï. Durant les 6 dernières années, en effet, la direction politique place le développement du Sinaï en tête de ses priorités, vu son importance surtout stratégique. Il s'inscrit dans le cadre de sa stratégie aussi de lutte contre le terrorisme. Dalia Karam vous propose plus de détails. L'expansion des projets de développement du gouvernement égyptien dans le Sinaï progresse en conjonction avec les efforts pour améliorer la sécurité et combattre les groupes extrémistes. Les efforts visant à améliorer la vie dans le Sinaï reposent sur une double stratégie: lutter contre les groupes extrémistes violents et promouvoir le développement, la construction et l'investissement dans le but de créer des emplois. Pour cela, le gouvernement s'est concentré sur la liaison du Sinaï avec le continent en construisant des routes et des tunnels reliant le Sinaï Nord aux provinces de Port Saïd, Suez et Ismaïlia.
En 2019, le gouvernement a ouvert des tunnels sous-marins, dont les tunnels de Tahyamas dans le nord d'Ismaïlia et le tunnel du 3 juillet dans le sud du Port Saïd, afin de faciliter le transport et le commerce entre le Sinaï Nord et les autres provinces. Pendant des décennies, le Sinaï Nord était relié aux provinces du delta du Nil par un seul tunnel, celui du martyr Ahmad Hamdi, ce qui compliquait le commerce et l'investissement. Tous les organismes d'État intensifient désormais leurs efforts pour mettre en œuvre le développement global du Sinaï Nord selon des axes majeurs. Il s'agit notamment d'améliorer et de moderniser les infrastructures et de relier le Sinaï Nord au delta du Nil, ce qui en fait une extension naturelle de la vallée du Nil, d'attirer les investissements et de créer des emplois. Le gouvernement a dépensé 600 milliards de livres, soit 37 milliards de dollars pour des projets qui comprennent un réseau routier, des centrales d'eau et de dessalement, des systèmes d'égouts et des tunnels pour relier le Sinaï au continent, a déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi lors de l'inauguration de la station de Bahr el-Bakar, la plus grande station de traitement des eaux usées dans le monde, en septembre dernier pour un coût de 18 milliards de livres, permettant de fournir 5,6 millions de mètres cubes par jour d'eau traitée qui seront exploités dans l'agriculture pour cultiver 456 000 faidans dans le nord et le centre du Sinaï, a précisé le chef de l'État. Le Sinaï possède de nombreux éléments qui attirent les investissements et a toujours eu besoin de projets d'infrastructure pour l'aider à profiter de ses richesses naturelles et à y investir, a déclaré le président, ajoutant qu'on tient de tirer profit des eaux usées pour construire de nouvelles communautés urbaines dans des zones désertiques comme le Sinaï. Le président a ajouté que les efforts intensifs que le gouvernement a déployés ces dernières années pour développer le Sinaï ont éliminé les causes de préoccupation des investisseurs, telles que la disponibilité de routes et d'infrastructures adéquates nécessaires pour accélérer les transports et l'activité commerciale. Les efforts de sécurité ont permis d'assurer une situation sécuritaire stable, propice à la mise en œuvre de divers projets structurants, a déclaré le président, soulignant que le développement est l'arme la plus puissante contre le terrorisme. Monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, donc les projets de développement de l'infrastructure touchent aussi le Sinaï, aussi et surtout pour la création de nouvelles communautés. Parmi les projets les plus importants figurent justement les centrales d'eau et de dessalement d'eau, la station justement pour de Bahr el-Bakar, la plus grande dans le monde pour le traitement des eaux justement usées. Mais aussi, il y a la bonification de terrains agricoles, il y a les projets de pisciculture. Donc voilà un intérêt aussi très particulier pour le développement du Sinaï. Le Sinaï, en fait, est un trésor pour l'Égypte. Mais le dossier de Sinaï est un équilibre entre la sécurité et le développement. Toujours la sécurité était le problème essentiel. Et on voit que le gouvernement, le traitement du gouvernement pour le dossier de l'Égypte vient plutôt de la partie du développement, parce que le développement influence d'une façon directe la sécurité. On ne peut pas justement considérer que la sécurité c'est le premier but. Le développement résout la partie de la sécurité. Le développement du Sinaï veut dire simplement le développement des ressources humaines en Sinaï. Le travail pour les gens pour les habitants du Sinaï est essentiel pour leur développement, donc on aura plus de résultats positifs. Je disais que c'est le trésor de l'Égypte en Sinaï. Et le développement du Sinaï peut être facilement créer des millions pas justement pour les habitants, mais peut attirer des millions d'habitants de l'Égypte, de tout le pays, pour travailler en Sinaï. Et c'est la seule façon de créer ce type d'équilibre. La connectivité est venue comme premier pas, et le deuxième point, c'est l'eau. L'eau pour l'agriculture. Ces deux piliers ont été bien choisis pour être le début du travail en Sinaï, mais je crois que plus de travail
et d'encouragement pour le secteur privé pour participer avec le gouvernement dans le travail et le développement du Sinaï. Très bien. Un point fort aussi, c'est la proximité de cette région avec la zone industrielle du nouveau canal de Suez. Voilà. Vous parlez de connectivité et là, voilà, ça se voit clairement que cette proximité peut jouer aussi en faveur certainement de l'encouragement de l'investissement et d'encourager aussi l'investissement dans cette zone industrielle. Aujourd'hui, quand on parle du Sinaï, quand on parle de la bonification de terrain et tout cela, là, il faut justement rappeler que le Sinaï, la particularité du Sinaï, en plus certainement de sa position géographique, c'est aussi la richesse de la terre, justement dans les Sinaïs, qui possède en fait beaucoup d'éléments qui font justement sa richesse, on le répète. Le gouvernement, au lieu d'avoir ressources naturelles, c'est-à-dire. Au lieu d'avoir un pont, un tunnel, maintenant on a 6 tunnels, donc c'est multiplié par 6. 6 fois plus en efficacité par rapport à notre relation en Sinaï depuis 10 ans. Cette relation par les tunnels et deuxièmement par l'eau, c'est aussi la base de créer ce type de développement. Maintenant, je disais que l'encouragement des investisseurs du secteur privé doit commencer. Pas justement dans l'agriculture, il y a beaucoup d'industries qui pourront, parce que les ressources naturelles de mines, il y a plusieurs matières naturelles qui sont en Sinaï. Et on a au sud le tourisme qui passe très bien. Mais l'industrie et l'utilisation des ressources des mines et des matières naturelles en Égypte, ça doit marcher avec l'agriculture. Parfait. En fait, voilà, ça reste un dossier très, très intéressant, très important aussi. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ingénieur Abdelnasser Sarra. Vous êtes président du bureau de l'Égypte au sein de la Fédération internationale des agences immobilières. Merci. Ravi justement que vous avez été parmi nous ce soir. Merci encore une fois. Merci pour vous. Voilà, merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.